Le vent ne se contentait pas de souffler cette nuit-là, il mordait. Il dévalait les plaines gelées comme une bête affamée, s'infiltrant entre les planches de la grange avec un sifflement aigu, presque humain, qui faisait trembler la vieille toiture en tôle. La neige ne tombait pas, elle était projetée à l'horizontale, fouettant le sol en vagues furieuses. À l'intérieur de la maison, le vieux chien, Red, leva la tête. Il n'aboya qu'une seule fois, un son bref, sec, qui sonnait faux dans l'obscurité. Puis il se figea, les oreilles dressées, écoutant quelque chose que son maître ne voulait pas entendre. Cole Whittaker quitta la chaleur de ses draps avant même que les dernières braises de la cheminée ne s'éteignent. L'air de la chambre était glacial. Il décrocha la lanterne du mur, fit craquer une allumette, et la lumière vacillante repoussa les ombres vers les coins de la pièce. Il enfila ses bottes et sortit dans la nuit noire. La neige tassée crissait sous son poids comme du verre brisé. Son souffle montait en nuages épais devant son visage, se perdant instantanément dans la tempête. La lanterne se balançait au rythme de ses pas, jetant des éclats d'or liquide sur les poteaux de clôture et les ornières gelées. Le ranch reposait sous le poids de l'hiver, chaque bruit étouffé, chaque ombre étirée au-delà du raisonnable. Lorsqu'il poussa la lourde porte de la grange, les gonds hurlèrent comme un avertissement. Red se glissa le premier à l'intérieur, le poil hérissé. Cole leva sa lanterne et se figea. Une femme était recroquevillée dans le foin, les genoux ramenés contre sa poitrine, vêtue d'un manteau bien trop fin pour une nuit pareille. La neige s'accrochait encore à l'ourlet de sa jupe longue. Ses mains étaient nues, rouges et gonflées par le froid, la peau fendue aux jointures. Une sacoche usée gisait près de ses bottes, comme si elle l'avait laissé tomber au moment précis où ses forces l'avaient abandonnée. Elle leva la tête. Ses yeux étaient grands, emplis de peur, mais étrangement stables. « Je vais partir, dit-elle. » Sa voix était rauque, brisée par le gel. Je ne voulais pas causer d'ennui. J'avais juste besoin de m'abriter du vent. Cole ne répondit pas tout de suite. Il avait déjà vu la peur chez les gens. Il avait vu le mensonge aussi. Mais ce qu'il lisait sur ce visage n'était ni l'un ni l'autre. C'était une sorte de courage épuisé, celui que l'on porte quand il n'y a plus d'autre choix. « Vous savez où vous êtes » demanda-t-il enfin. « Oui, chuchota-t-elle. C'est votre terre. » La lumière de la lanterne réchauffait son visage d'une douceur dorée, révélant les cernes bleutées sous ses yeux et le givre incrusté dans ses cheveux. Red s'approcha d'elle et pressa son flanc contre le sien, décidant, avec son instinct animal, qu'elle n'était pas une menace. La mâchoire de Cole se serra. « Qui êtes-vous » Elle avala sa salive avec difficulté, puis se redressa lentement, avec la précaution de ceux qui craignent que leurs os ne se brisent. « Je m'appelle Lillian Hart, dit-elle. Je suis venu chercher Cole Whittaker. » Entendre son propre nom dans la bouche d'une inconnue lui fit l'effet d'une main froide se refermant sur sa gorge. Il cligna des yeux. « Vous l'avez trouvé. » Le regard de la femme glissa vers la lanterne, puis revint se planter dans celui de Cole. « J'avais une lettre, dit-elle doucement. Elle portait votre nom. Pas d'adresse de retour, mais elle disait que vous aviez besoin de quelqu'un de gentil. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Pendant un instant, Cole n'entendit plus le vent hurler au dehors. Il n'entendit que le vieux silence qui habitait sa maison. Ce silence qui y avait élu domicile la nuit où sa femme était morte. Cette lettre, il l'avait écrite une nuit où le chagrin pesait sur sa poitrine comme une pierre tombale. Il s'était assis à la table de la cuisine, les mains tremblantes, tandis que sa petite fille dormait dans la pièce d'à côté. Il avait déversé sa douleur sur une page, comme un homme qui se vide de son sang. Il l'avait pliée. Il l'avait fourrée au fond d'un tiroir. Il n'avait jamais eu l'intention que quiconque la lise. « Je n'ai jamais envoyé de lettre, » dit-il, la voix sourde. Lillian esquissa un demi-sourire, tordu et sans joie, empreint seulement d'étonnement. « Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait, » répondit-elle. « Ou peut-être qu'elle a simplement trouvé son chemin toute seule. »« Je ne sais pas. » Cole la dévisagea. La vérité, c'est qu'il ne savait pas non plus. Mais il savait une chose avec certitude, s'il refermait la porte de cette grange, cette femme ne passerait pas la nuit. Elle essaya de se lever, mais ses jambes flanchèrent une fraction de seconde avant que Red ne vienne se caler contre elle, solide comme un piquet de clôture. Cole bougea sans réfléchir. Il la saisit par le coude, sentant à travers l'étoffe rêche de son manteau à quel point elle était maigre. « Vous n'avez pas besoin de retourner là dehors, » dit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Venez. » Elle le regarda comme si elle pesait un risque, comme une femme qui a appris à la dure que la gentillesse a souvent un prix. Puis, elle hocha la tête une fois. Ils traversèrent la cour en silence,
le vent tirant sur leurs vêtements comme des mains invisibles, la neige crissant sous leurs bottes. La maison se dressait, sombre et austère contre la blancheur de la plaine, une forme carrée qui semblait bien trop grande pour un seul homme et une petite fille. Cole ouvrit la porte et s'écarta. Lilian hésita le temps d'une inspiration, puis franchit le seuil comme on traverse une frontière dont on ne revient peut-être jamais. À l'intérieur, le contraste fut brutal. Le hurlement du vent fut coupé net, remplacé par la lourdeur tiède et silencieuse d'une maison qui dort. Le feu dans l'âtre ne donnait plus qu'une lueur basse, rougeoyante. Une odeur de vieux bois brûlé et de ragoût froid flottait dans l'air, une odeur d'habitude et de solitude. Un petit lapin en chiffon était posé de travers sur le fauteuil à bascule, une oreille pliée. Cole vit le regard de Lilian se poser dessus, et quelque chose dans son visage se brisa très légèrement, une fissure dans son armure de fatigue. Il lui fit signe de s'asseoir à la table. Elle retira son manteau lentement, chaque mouvement semblant lui coûter un effort douloureux. Ses manches étaient effilochées au poignet, et ses doigts tremblaient encore lorsqu'elle posa sa sacoche au sol. Cole se dirigea vers le poêle sans un mot. Il versa une louche de ragoût dans un bol, le poussa vers elle, puis posa une timbale d'eau à côté. Lilian mangea comme une femme qui avait appris à faire durer chaque bouchée. De petits morceaux. Une mastication lente. Aucun gaspillage. Lorsqu'elle eut fini, elle reposa la cuillère et regarda le fond du bol comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était vide. « Merci », dit-elle, d'une voix presque trop basse pour être entendue. Cole hocha la tête, le regard fuyant. « Il y a une chambre d'amis au fond du couloir, » dit-il, la gorge serrée. « Elle appartenait à ma femme. » Il s'attendait à ce qu'elle tressaille. La plupart des gens le faisaient lorsqu'ils entendaient ce mot, « femme », comme s'il s'agissait d'une épine qu'il ne fallait pas toucher. Mais Lilian leva simplement les yeux et soutint son regard. « Je suis désolée, » dit-elle. « Pour votre perte. » Les mots étaient simples, sans fioriture, mais ils ne semblaient pas répétés. Ils sonnaient comme une vérité qu'elle comprenait intimement. Cole se racla la gorge, car le chagrin avait cette habitude vicieuse de remonter sans prévenir. Elle ramassa sa sacoche et se leva, ses mouvements plus assurés maintenant que la chaleur avait atteint ses os. À l'entrée du couloir, elle marqua une pause et se retourna. « Cette lettre, dit-elle doucement. Elle n'a peut-être pas été envoyée de la bonne manière, mais elle m'est parvenue tout de même. » Puis elle disparut dans l'ombre du corridor. Cole resta seul dans la cuisine, une main posée sur le dossier d'une chaise, l'autre refermée sur sa tasse vide. La maison était redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent maintenant. Ce n'était plus le silence de mort avec lequel il vivait depuis des années. C'était un silence qui contenait une autre respiration. Il regarda le couloir vide, sentant le poids écrasant de l'ironie, il avait caché sa douleur dans un tiroir pour que personne ne la voie, et cette même douleur venait de franchir sa porte, vivante, en chair et en os, pour s'asseoir à sa table. Le matin s'installa lentement, d'un gris pâle et hésitant, comme si le ciel lui-même n'était pas sûr de vouloir se réveiller. Le givre avait dessiné des fougères blanches et complexes sur les carreaux des fenêtres, floutant le monde extérieur. Dans la cuisine, le poêle ronronnait doucement, ne contenant plus que des braises ardentes. Cole Whittaker se tenait devant, les manches de sa chemise relevées, remuant une marmite d'avoine qui menaçait d'attacher au fond. L'odeur était simple, presque austère, mais c'était une odeur chaude, et la chaleur était la seule monnaie qui valait quelque chose à la fin de l'hiver. Cette cuisine avait été construite pour abriter plus de voix qu'elle n'en contenait aujourd'hui. Depuis la mort de sa femme, les pièces semblaient trop vastes, comme si la maison elle-même attendait toujours quelqu'un qui ne reviendrait pas. Cole prit la vaisselle dans le buffet. Il posa 2 bols sur la table en bois usé. Puis, sans vraiment y penser, par la simple force d'une habitude qu'il croyait morte ou peut-être par un espoir qu'il n'osait pas nommer, il en posa un 3e. Ce 3e bol resta là, vide, posé comme une question silencieuse au milieu de la table. Red, allongé près de l'âtre, frappa le sol de sa queue une fois, puis se rendormit. Un léger bruit de pas feutrés se fit entendre. Nora entra dans la cuisine, vêtue de sa chemise de nuit et d'une seule chaussette en laine. Ses cheveux formaient une couronne ébouriffée autour de sa tête. Elle grimpa sur sa chaise et replia ses jambes sous elle, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle se sentait incertaine. Elle fixa le couloir sombre. « Elle est encore là ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. Cole fit glisser un bol fumant vers elle. « Oui, » dit-il. « Elle est encore là. » Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit. Lilian Hart entra dans la cuisine. Elle avait tenté de ne faire aucun bruit. Ses cheveux étaient désormais tirés en arrière dans une tresse stricte.
Ses joues gardaient encore la rougeur du froid de la veille, mais la raideur qui voûtait ses épaules avait disparu. Elle s'était lavé le visage. Elle ressemblait moins à une ombre chassée par la tempête et plus à une personne réelle. Elle s'arrêta net en voyant Nora. Pendant un long moment, aucune des deux ne bougea. Puis l'expression de Lilian s'adoucit. Elle baissa les mains, paumes ouvertes vers l'enfant, un geste instinctif pour montrer qu'elle ne cachait rien. « Bonjour », dit-elle doucement. Nora cligna des yeux, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Elle ne sourit pas, mais elle ne se cacha pas non plus derrière son père. « Bonjour », murmura-t-elle en retour. Cole observait leur visage comme un homme surveille un barrage qui menace de céder. « Vous avez bien dormi » demanda Cole, rompant le charme fragile. « Aussi bien que possible » répondit Lilian. « Merci pour le lit. » Son regard tomba sur le troisième bol. Elle hésita, cette même prudence silencieuse qu'elle avait dans la grange revenant assombrir ses traits. « Vous n'êtes pas obligé de me nourrir, dit-elle. Cole posa une cuillère à côté du bol vide. « Vous avez marché 2 jours dans la neige, répondit-il. Mangez. » Ils mangèrent dans un calme relatif. Ce n'était pas un silence gêné, mais le calme de gens fatigués qui partagent une table en écoutant si le malheur approche. Quand Nora eut fini, elle attrapa son lapin en chiffon et s'approcha de la chaise de Lilian, fascinée par la tresse qui descendait dans son dos. « C'est toi qui as fait ça » demanda l'enfant. Lilian toucha ses cheveux. « Oui. Ça permet qu'il ne gêne pas. » Nora tendit la main comme pour toucher, puis se ravisa et partit s'habiller. Une fois seule, Cole posa sa cuillère. « Vous êtes vraiment venu jusqu'ici à cause de cette lettre ?» Lilian ne baissa pas les yeux. « Il y a un bureau de placement à Kansas City, dit-elle. Pas officiel. Juste une arrière-boutique où une femme garde une pile de courriers. Des lettres égarées, des lettres d'hommes qui demandaient de l'aide et n'ont jamais reçu de réponse. » Cole sentit une chaleur désagréable lui monter au cou. Il détestait l'idée que des inconnus aient pu lire les mots qu'il avait écrits dans le noir. « Elle m'a dit que la vôtre n'avait pas de réponse, » continua Lilian. « Que le nom semblait honnête. » « Je ne voulais pas que cette lettre existe, » avoua Cole. « Je comprends, » dit Lilian. « Mais elle existe. » Nora revint dans la cuisine, habillée, serrant son lapin contre elle. Elle regarda son père, puis l'étrangère qui débarrassait déjà la table. « Papa » appela-t-elle. Cole se tourna vers elle. « Est-ce qu'elle reste » demanda l'enfant. Lilian se figea, une assiette à la main, attendant le verdict comme une condamnation. Cole regarda sa fille, puis la femme qui se tenait là, digne malgré sa misère. Il sentit la maison retenir son souffle. « Oui » dit-il enfin, sa voix rauque mais décidée. « Elle reste aujourd'hui. » Les jours se réchauffèrent, centimètre par centimètre, avec une lenteur exaspérante. La neige ne disparut pas d'un coup, elle s'affaissa, s'amollit, se transformant en plaques humides qui révélaient la terre brune en dessous comme de vieilles cicatrices. Le ruisseau derrière le ranch recommença à couler, libéré de sa prison de glace. La boue collait aux bottes, lourde et tenace. Dans la maison, un rythme s'était installé. Cole et Lilian travaillaient côte à côte, sans ostentation, sans chercher à combler les silences par des bavardages inutiles. Elle avait nettoyé le garde-manger, époussetant les bocaux que Myriam avait étiquetés de son écriture soignée. Elle ne les touchait pas comme s'ils lui appartenaient, mais comme s'ils avaient de l'importance. Un après-midi, le portail arrière céda de nouveau, le gond s'arrachant du poteau pourri, fatigué de lutter contre les éléments. Cole attrapa son marteau et une poignée de clous. Lilian enfila son manteau. « Vous n'avez pas besoin de venir » commença-t-il. « Je le sais » répondit-elle simplement. « Mais je peux tenir les planches. Je peux passer les outils. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Cole ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Dehors, l'air était vif, piquant l'intérieur du nez. Le soleil, pâle comme une pièce de monnaie usée, pendait bas sur l'horizon. Au portail, Lilian s'agenouilla dans la neige fondue. Elle maintint la planche fermement contre le poteau sans qu'on le lui demande. Ses doigts étaient encore rouges et abîmés, mais elle ne tressaillit pas lorsque le marteau frappa à quelques centimètres de sa main. Red fit un tour sur lui-même avant de se coucher pour les observer, tel un vieux contremaître. Cole travaillait en silence, et Lilian s'y accordait parfaitement. Elle ne remplissait pas l'air de mots pour prouver qu'elle avait sa place ici. Elle faisait simplement ce qui devait être fait. C'est alors que Nora sortit de la maison, traînant sa poupée derrière elle. Le bras en tissu de la poupée pendait lamentablement, retenu par un unique fil détendu. L'enfant s'arrêta à quelques mètres, les observant. Lilian le remarqua la première.
Elle s'interrompit, essuya ses mains sur sa jupe et s'accroupit à la hauteur de la petite fille. Cette poupée a l'air bien fatiguée, dit Lilian doucement. Nora baissa les yeux vers son jouet. Son bras est cassé, marmonna-t-elle. Lilian tendit la main, paume ouverte. Je peux ? Nora hésita, puis déposa la poupée dans les mains de l'étrangère comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Lilian fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite aiguille enveloppée dans du papier et un morceau de fil noir. Cole haussa les sourcils. Peu de femmes gardaient un nécessaire de couture dans leur poche de manteau en permanence, mais il se rappela que peu de femmes marchaient seules pendant 2 jours dans une tempête. C'était l'attirail d'une survivante. Lilian recousit le bras avec des mouvements rapides et chirurgicaux, le front plissé par la concentration. Quand elle eut fini, elle tira sur le fil pour le bloquer et le coupa net. Chaque poupée mérite une seconde chance, dit-elle en rendant le jouet. Nora examina la couture, puis leva les yeux vers Lilian, un mélange de stupeur et de gratitude sur le visage. Merci, chuchota-t-elle. Lilian hocha la tête comme si ce n'était rien. Mais Cole vit la façon dont le regard de Lilian s'adoucit, et il sentit quelque chose bouger dans sa propre poitrine. Ce n'était pas de la douleur. C'était autre chose. De retour à l'intérieur, Lilian essuya soigneusement ses bottes sur le paillasson avant de poser le pied sur le parquet. Cole le remarqua. Il ne dit rien, mais dans son esprit, cela comptait comme une forme de respect. Cette maison avait été celle de Myriam. Les planchers avaient été ceux de Myriam. Cole n'avait jamais cessé de voir son épouse dans les moindres détails du décor. Mais en regardant Lilian et Nora, il réalisa soudain que la maison n'était plus seulement un monument dédié à une morte. Elle commençait, timidement, à redevenir un lieu pour les vivants. Une semaine plus tard, Cole attela le chariot pour aller en ville chercher des provisions. La route était encore rude, creusée d'ornières de glace et de boue fondue. La ville la plus proche, Cedar Hollow, reposait au creux d'un vallon où le vent semblait toujours trouver son chemin. Alors qu'il vérifiait les harnais, Lilian proposa de rester au ranch. « Je peux m'occuper des bêtes ici, » dit-elle, les mains jointes devant elle. « Vous n'avez pas besoin de problème en ville. » Cole la regarda. Il vit Nora sautiller près de la roue du chariot, impatiente de faire le voyage. « Vous venez » dit-il fermement. « Si vous devez vivre sur ce ranch, vous ne le ferez pas en vous cachant comme si vous aviez commis un crime. » Lilian eut un mouvement de recul, une peur fugitive dans le regard, mais elle finit par hocher la tête. « D'accord, » dit-elle. À Cedar Hollow, les rues étaient encombrées de chariots et de chevaux vapeureux. Les hommes soulevaient leurs chapeaux au passage de Cole. Les femmes jetaient un coup d'œil, puis détournaient le visage comme si elles comptaient leurs péchés. Cole garda une main protectrice sur l'épaule de Nora alors qu'il marchait vers l'épicerie générale. La clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement, un son clair qui contrastait avec l'air lourd de l'intérieur. Une odeur de farine, d'épices et de tabac froid les enveloppa. La propriétaire, Mrs. Grady, leva les yeux de son comptoir et sourit à Cole. Puis son sourire se figea net lorsqu'elle aperçut Lilian. Ses yeux se plissèrent, de cette façon dont les yeux se plissent quand on pense détenir une vérité laide. « Eh bien, » dit Mrs. Grady, d'une voix mielleuse qui suintait le venin. « Si ce n'est pas Lilian Hart. » Lilian se figea. Cole sentit le changement dans l'air, aussi brutal qu'une chute de température. « Vous la connaissez » demanda-t-il calmement. Mrs. Grady croisa les bras sur sa poitrine généreuse. « J'ai entendu parler d'elle » corrigea-t-elle. « Kansas City, le magasin de tissus, n'est-ce pas? Les ennuis suivent cette fille comme un chien errant, monsieur Whittaker. » La mâchoire de Lilian se contracta, mais elle ne baissa pas les yeux. Nora leva la tête vers son père, confuse par cette tension qu'elle ne comprenait pas. Cole garda sa voix parfaitement égale. « Nous sommes ici pour des semences, de la farine et de l'huile de lampe, » dit-il. « Pas pour des histoires. » Le regard de Mrs. Grady glissa vers l'enfant. « C'est votre petite » demanda-t-elle. Cole serra légèrement l'épaule de sa fille. « Oui. » Mrs. Grady ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose, mais le regard de Cole, froid et dur comme le fer, l'en dissuada. Il s'approcha du comptoir. « Encaissez ça » ordonna-t-il. Elle obéit, mais ses yeux ne cessèrent de les surveiller jusqu'à ce qu'ils sortent. Sur le chemin du retour, le silence dans le chariot était assourdissant, seulement brisé par le bruit des roues sur la terre mouillée. Lilian avait les mains qui tremblaient juste assez pour que Cole le remarque. Elle respirait lentement par le nez, comme pour retenir quelque chose de tranchant à l'intérieur de sa poitrine. Une fois loin des regards de la ville, Cole rompit le silence.
Vous voulez me dire ce qu'elle voulait dire? Lilian regarda droit devant elle, vers l'horizon gris. Elle voulait me faire mal, dit-elle. Cet homme, insista Cole. Le propriétaire du magasin dont elle parlait. Le visage de Lilian se durcit un instant, puis s'affaissa dans une expression de lassitude infinie. Il s'appelait Orson Pritchard, dit-elle. Il possédait l'endroit où je travaillais. Quand j'ai refusé ses avances, il m'a retiré mon travail. Il m'a retiré la chambre que je louais derrière la boutique. Il a dit aux gens que j'étais une voleuse. Il a dit que je l'avais tenté. Il s'est assuré que je ne puisse rester nulle part. L'estomac de Cole se tordit. Vous n'avez rien volé, affirma-t-il. Ce n'était pas une question. Non, répondit-elle, rapide et ferme. Je suis parti avec rien d'autre que mon manteau, mon aiguille, et ce qu'il restait de ma fierté. Cole hocha la tête une fois. D'accord, dit-il. Mais même en prononçant ce mot, il sentit le vieux doute essayer de s'insinuer en lui. Non pas qu'il ne la croyait pas, mais parce qu'il avait appris que le monde ne pardonnait jamais aux gens qui tentaient de recommencer à zéro sans payer un tribut. Cette nuit-là, le vent se leva de nouveau. Il n'était pas aussi cruel que la semaine précédente, mais il était agité, nerveux, du genre qui fait claquer les volets et donne l'impression que des mains invisibles testent la solidité des portes. Cole était dans la grange, vérifiant le sabot de la jument, lorsque Red se mit à grogner sourdement, le poil de l'échine hérissé. Un cavalier remontait l'allée. Ce n'était pas un voisin, ni un ami. C'était une silhouette vêtue d'un manteau sombre, chapeau enfoncé bas sur le front, de la boue fraîche maculant ses bottes. Il tenait un papier à la main comme s'il s'agissait d'une arme qui n'avait pas besoin de lame pour blesser. Cole sortit de la grange et alla à sa rencontre, s'arrêtant au milieu de la cour balayée par les rafales. « Vous êtes Cole Whittaker » demanda l'homme sans descendre de cheval. « Oui » répondit Cole. L'homme tendit le papier. « Député Arlon Tate, de Cedar Hollow. On m'a demandé de vous remettre ceci. » Cole prit le document et le lut à la lumière vacillante de sa lanterne. Ce n'était pas un mandat d'arrêt, pas exactement. C'était un avis de recherche, une réclamation civile. Le nom d'Orson Pritchard y figurait en lettres d'imprimerie noire et grasse. Il y était écrit que Lilian Hart était recherché pour interrogatoire concernant des biens volés, et que quiconque lui offrait l'hospitalité pourrait être accusé de complicité. La main de Cole se referma sur le papier jusqu'à ce qu'il se froisse sur les bords. Lilian apparut sur le porche derrière lui. Elle avait enveloppé Nora dans un châle en laine, l'enfant dépassant de derrière ses jupes comme un animal craintif. Le député Tate regarda Lilian et leva le menton avec arrogance. « Main, dit-il, c'est vous qui êtes nommé ici. » Le visage de Lilian devint livide, mais sa voix ne trembla pas. « Je ne l'ai pas volé, dit-elle. Je n'ai rien pris. » Le député haussa les épaules, comme si la vérité ne faisait pas partie de ses attributions. « Je ne décide pas de ça, répliqua-t-il. Je livre ce qu'on me donne. » Cole fit un pas de côté, se plaçant délibérément entre le cheval et le porche, bloquant la ligne de vue du député. « C'est ma terre, » dit Cole, d'une voix basse qui couvrit le bruit du vent. « Elle est sous mon toit. » Les yeux de Tate se plissèrent. « Vous voulez rendre les choses difficiles, Whittaker? »« Non, » répondit Cole. « Vous voulez rendre les choses faciles pour qu'un homme mauvais continue de lui faire du mal. » Le député déplaça son poids sur sa selle, mesurant l'homme qui se tenait devant lui. « Les gens en ville disent qu'elle apporte des ennuis, » avertit-il. Cole jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule. Il vit la peur de Lilian. Il vit sa fierté. Il vit Nora serrant son lapin, observant comment les adultes décident du genre de monde dans lequel un enfant va grandir. Il refit face au député. « Les gens en ville peuvent dire ce qu'ils veulent, » trancha Cole. « Si Pritchard la veut, il peut venir ici lui-même avec quelque chose de réel. En attendant, vous allez partir. » La mâchoire de Tate se serra. Il fixa Cole un long moment, la main proche de sa ceinture. Finalement, il hocha la tête une fois, sèchement. « Ce n'est pas fini, » lâcha-t-il, avant de faire tourner sa monture. Cole le regarda s'éloigner jusqu'à ce que l'obscurité l'avale tout entier. Quand le bruit des sabots s'effaça, le silence retomba sur le ranch, lourd et menaçant. Lilian expira, un son tremblant, et se tourna vers la porte d'entrée. « Je vais partir, » dit-elle, la voix étranglée. « Je ne vais pas attirer ça sur vous et sur Nora. » Cole monta les marches du porche deux à deux. « Vous n'êtes pas une tempête, » dit-il. « Vous êtes une personne. » Elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous ne savez pas ce que les hommes comme lui font quand ils perdent, » chuchota-t-elle.
Il brûlera tout ce que vous avez pour m'atteindre. Une fois la porte refermée sur la nuit et ses menaces, l'air dans la cuisine semblait avoir été aspiré. Lilian ne perdit pas un instant. Ses mains, bien que tremblantes, bougeaient avec une efficacité redoutable. Elle retourna à la table, rassembla ses maigres affaires et les glissa dans sa sacoche usée. Elle le faisait sans colère, avec la résignation de quelqu'un qui a l'habitude que le sol se dérobe sous ses pieds dès qu'elle ose s'arrêter. « Je ne suis pas venu ici pour ruiner votre paix, » répéta-t-elle, la voix brisée. Cole ne bougea pas. Il la regardait faire, sentant un poids familier s'installer dans sa poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas le poids du deuil. C'était la peur terrifiante, vertigineuse, de perdre quelque chose qu'il n'avait même pas encore osé nommer. Il regarda au-delà d'elle, vers l'ombre du couloir. Nora se tenait là. Elle avait lâché son lapin en chiffon sur le parquet. Ses yeux étaient pleins de larmes, ses joues barbouillées par le sommeil et le chagrin naissant. L'enfant fit un petit pas en avant, puis courut. Elle percuta les jambes de Lilian, entourant sa taille de ses petits bras avec une force désespérée. « S'il te plaît, ne pars pas, » sanglota Nora. « Je n'aime pas quand les gens partent. »« Maman est partie. »« Ne pars pas. » Le visage de Lilian se brisa. Le masque de stoïcisme qu'elle portait depuis son arrivée tomba en poussière. Elle s'agenouilla sur le sol dur et tira Nora contre elle, la berçant, le visage enfoui dans le creux du cou de l'enfant. Elle la tenait comme on tient quelque chose de sacré et de fragile, quelque chose qui peut se briser au moindre souffle. Cole les surplombait, immobile, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Il réalisa soudain que le silence qu'il avait si soigneusement préservé dans cette maison n'était pas une protection. C'était une mort lente. La sécurité de l'isolement n'était qu'un mensonge qu'il se racontait pour ne plus avoir à ressentir la morsure de la vie. Lilian embrassa le front de Nora, puis tenta doucement de desserrer l'étreinte de l'enfant. Elle se releva, attrapa sa sacoche. Elle se tourna vers la porte, prête à affronter le noir, le froid et l'injustice, tant que cela gardait cette maison en sécurité. Cole fit un pas. Un seul, mais il résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. « Non, » dit-il. Lilian s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se tourna vers lui, les yeux rougis. « Cole, vous ne comprenez pas ? Je comprends que j'ai laissé ma maison devenir un tombeau, » l'interrompit-il, la voix sourde mais puissante. « Et je comprends que si je vous laisse franchir cette porte, je choisis la peur plutôt que ce qui est juste. » Il traversa la pièce, passa devant elle sans la toucher, et se dirigea vers le secrétaire dans le coin du salon. Il ouvrit le tiroir qu'il n'ouvrait jamais. Il en sortit le papier plié, jauni par le temps, celui qui avait voyagé sans jamais bouger, celui qui avait appelé une étrangère à travers la tempête. Il revint vers la table et posa la lettre à plat sur le bois, entre deux. « Je n'ai jamais envoyé cette lettre, » dit-il, les yeux ancrés dans ceux de Lilian. « Je l'ai écrite la pire nuit de ma vie. J'ai demandé quelqu'un de gentil. Vous êtes venu. Alors je vous le demande directement, pas sur du papier, pas dans le noir, mais ici, en pleine lumière. Restez. » Lilian fixa la lettre, puis le visage de l'homme qui se tenait devant elle, dépouillé de ses défenses. « Restez, » répéta-t-il. « Pas parce que vous n'avez nulle part où aller. Mais parce que nous voulons que vous restiez. » Les yeux de Lilian s'emplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Elle cligna des paupières, une fois, un mouvement lent et déterminé, comme pour sceller une promesse. « Je veux rester, » dit-elle, la voix claire malgré l'émotion. Les épaules de Cole se détendirent, comme une corde trop tendue qu'on aurait enfin coupée. Il n'y eut pas d'effusion, pas de grands gestes théâtraux. Juste un regard partagé au-dessus d'une lettre froissée, dans la chaleur d'une cuisine qui ne semblait plus vide. Nora, sentant l'apaisement des adultes sans comprendre tous les mots, serra la main de Lilian et poussa un soupir de contentement. Le lendemain, ils se rendirent à Cedar Hollow. Ils y allèrent ensemble, assis côte à côte sur le banc du chariot, le dos droit. Cole parla sans détour, avec la gravité des hommes qui ne gaspillent pas leur salive. Lilian parla avec vérité, sans baisser les yeux. Le shérif écouta. Pour la première fois, quelqu'un nota sa version de l'histoire sur un registre officiel. Ce n'était pas fini, pas tout à fait, la rumeur est une bête tenace. Mais ce n'était plus seulement la voix d'Orson Pritchard qui résonnait dans le monde. La peur avait changé de camp, ou du moins, elle avait perdu ses dents. Le printemps arriva comme un lampardon. La neige ne disparut pas en un jour, elle se retira doucement des avant-toits, goutte après goutte. Le ruisseau, libéré, reprit sa course claire à travers les pâturages, chantant sur les pierres.
La terre, longtemps cachée sous le blanc, réapparut, brune, riche et prête à recevoir la vie. Un après-midi, sous un soleil qui commençait enfin à chauffer la peau, Cole sema les graines dans le potager. Nora trottinait à ses côtés, et Lilian était à l'autre bout de la rangée. Elle avait les mains plongées dans la terre, le visage levé vers la lumière. Elle ne portait plus son vieux manteau élimé, mais une robe simple qu'elle avait ajustée elle-même. Elle ne ressemblait plus à une fugitive. Elle ressemblait à une femme qui plante des racines. Le soir venu, alors que la lumière virait alors doux sur les collines, ils s'assirent sur le porche. Nora courait devant eux, riant aux éclats, son lapin en chiffon se balançant par une oreille. Red, vieux et satisfait, dormait à leurs pieds. Cole ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement la main vers celle de Lilian, posée sur la balustrade. Elle ne se retira pas. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, une étreinte solide, rugueuse et vraie. Dans ce moment calme et stable, Lilian comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible auparavant. Elle comprit que parfois, l'amour n'est pas un grand feu qui brûle tout sur son passage. Parfois, c'est une lanterne qu'on allume au cœur de la tempête. C'est une porte qu'on refuse de fermer. Et parfois, la lettre que l'on n'a jamais envoyée finit tout de même par trouver son chemin jusqu'à la maison. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous avez aimé passer ce moment avec Cole et Lilian, je vous invite doucement à laisser un j'aime, à partager ce récit autour de vous et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires. Merci de nous avoir écoutés.